Ladies and gentlemen, thank you for the invitation. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation à Bruxelles et je tiens également à vous remercier pour cette bien agréable introduction. Il fait très beau aujourd'hui et le sujet que nous allons traiter est malheureusement un vilain sujet car tel que vous l'avez déjà entendu, Action Reinhardt est le nom de code allemand pour le meurtre de 1,8 million de Juifs, surtout de Pologne. Ils ont été assassinés dans les camps d'extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka de 1942 à 1943. Et il y a moins de 150 survivants. Il y en a seulement 3 d'entre eux qui ont survécu à Belzec. Les autres ont survécu Sobibor et Treblinka. Après la guerre, tous ont émigré, soit aux États-Unis ou en Israël. C'était le plus grand essai des nazis en Allemagne et partout en Allemagne et partout dans le monde. Les yeux sont surtout dirigés vers Auschwitz où on comptait plus de 1,1 million de victimes, surtout des pays d'Europe occidentale. Le mémorial d'Auschwitz est visité par environ 1,5 million de personnes chaque année, tandis que Treblinka, où environ 900 000 Juifs ont été assassinés, attire moins de 60 000 visiteurs par an. Le manque d'attention du public se reflète à la fois dans les connaissances populaires et dans l'historiographie. Dans mon exposé, j'aimerais parler des historiens et de leurs sources. Je parlerai donc de ce qui s'est passé après la publication de la première grande monographie de Yitzhak Arad sur l'action Reinhardt en 1987 en anglais. Depuis lors, nous avons eu beaucoup de nouvelles découvertes. La deuxième partie de ma conférence est donc consacrée à la mémoire de la destruction, en particulier les 3 mémoriaux dans Belzec, Sobibor et Treblinka. L'une des raisons de la méconnaissance de Action Reinhardt est certainement l'absence de traces, alors qu'à Auschwitz, un gigantesque complexe existe toujours, un complexe de camps qui montre clairement l'importance de ce camp, tout comme l'importance du complot de meurtre. Mais rien n'a survécu les 3 sites d'extermination de l'action Reinhardt. D'une part, on voit que le génocide dans l'est de la Pologne a été caractérisé par la disparition systématique des traces. Les corps étaient brûlés avant que les cendres aient été jetées dans les fosses communes, ce qui fait que rien ne reste pratiquement de ces 3 camps. Dans la deuxième moitié de 1943, après l'achèvement de ces travaux, tous les bâtiments y ont également été démolis. Ensuite, après que les bâtiments avaient été détruits, des soi-disant fermes ont été construites où les non-allemands pouvaient entretenir les fermes. Ils y ont même planté des pinèdes aux endroits, les seuls endroits qui nous intéressent au jour d'aujourd'hui. Contrairement à Auschwitz, à Belzec, à Sobibor et à Treblinka, il n'y a pas eu d'expérience médicale ou du travail forcé, sauf pour les quelques Juifs qui étaient nécessaires pour le processus de meurtre. L'action Reinhardt était surtout lié à de la haine. 3 camps qui servaient exclusivement à l'extermination. Et cela explique aussi pourquoi si peu de gens ont survécu à ces 3 camps.
Presque plus personne ne pouvait donc en parler ou le commémorer. Les procès qui ont eu lieu dans les années 60 contre les responsables n'y ont peu changé. Et malheureusement, on ne connaît pas non plus le nombre exact de victimes et nous ne pourrons peut-être jamais connaître ce nombre. Odilo Globocnik, la tête de l'action Reinhardt, a consacré énormément d'énergie à masquer les traces. Et la recherche sur les trains de déportation permet une évaluation des victimes, du nombre de victimes. Au début de ce siècle, nous avons également reçu des renseignements pour l'année 1942. Dans les dossiers de la British Intelligence se trouvait un message. Et donc un message a été intercepté que M. Hermann Höfle avait envoyé en 1942, qu'il avait envoyé à Adolf Eichmann concernant l'état d'avancement à la fin de l'année. Malheureusement, les Britanniques, à l'époque, n'ont pas pu comprendre la signification de ces chiffres et de ces lettres énigmatiques de l'époque. Après une ligne sur les déportations, Höfle a écrit L 24 733 B 43 4508 S 101 370 T 71 355, ensemble 1 274 166. Que pouvons-nous en déduire? Eh bien, B, S et T, Belzec, Sobibor et Treblinka sont mentionnés. Les chiffres qui suivent sont en fait le nombre de victimes qui sont assassinées là-bas. C'est Lublin ou Majdanek. Il y avait une erreur dans le nombre de victimes de Treblinka. Les Britanniques en ont enregistré 71 000, ce qui est nettement trop peu. Un chiffre nettement plus correct, ce serait 1 274 166. C'est-à-dire, lorsqu'on additionne ces chiffres précédents, c'est un autre résultat. Donc, ce serait plutôt 710 000 que 70 000 pour Treblinka. Mais même ces chiffres pour 1942 ne sont pas tout à fait cohérents, et ceci pour diverses raisons. Pour l'année 1943, c'est par ailleurs encore moins le cas. D'après les derniers résultats de recherche, nous avons un nombre total beaucoup plus correct du nombre de victimes. Des chiffres minimaux, des chiffres maximaux. Pour Sobibor, 170 000 au minimum et un maximum de 280 000. Treblinka, un minimum de 238 900. Donc, cela démontre une grande différence entre les chiffres minimaux et maximaux. Et tout cela dépend de la façon de calcul. Les nombres minimaux sont une évaluation. Et ensuite suivent les évaluations pour 1943. Certains historiens critiquent ces statistiques car la base n'est pas connue. On peut cependant partir du fait qu'il ne comptait que les Juifs du gouvernement général, mais pas ceux des autres régions. Et il est clair que les Juifs qui étaient déjà morts lors du transport en train ont également été pris en compte. Et ce sont quand même des victimes de l'action Reinhardt, s'ils n'étaient pas déjà des victimes des camps. À Treblinka, par contre, il y en avait nettement plus, car lors de l'été torride de 1942, des milliers de Juifs provenant de Varsovie sont déjà décédés lors du transport.
et nulle part il est prouvé que les SS gardaient réellement des statistiques et qui travaillaient de façon précise à ce niveau-là. Donc ici également, il faut bien être conscient qu'il ne s'agit que d'évaluation. Dans les camps de l'action Reinhardt et lors des voyages vers les camps, il y a au moins 1 500 000 de victimes qui ont été tuées. Les victimes de ces actions dans ces ghettos sont nettement plus difficiles à évaluer. Outre les déportés, il y a au moins 20% de ces personnes qui ont encore trouvé la mort sur place. Et je dois dire que même ici, l'évaluation est que très conservatrice. Si ensuite on tient encore compte de la brutalité, on arrive à un chiffre d'un minimum de 1,8 million de victimes. Tel que mentionné, jusqu'il y a quelques années, il n'y avait qu'une seule monographie concernant l'action Reinhardt, notamment l'œuvre de Yitzhak Aratz, qui a été publiée en 1987 en anglais. Cette année-ci est sortie une nouvelle édition, ce qui est quelque peu décevant, car Aratz semble s'être arrêté à l'année 2000 concernant la littérature. Donc, si on veut tenir compte d'une littérature nettement plus récente, je puis vous recommander l'œuvre de Darius Libionka, qui existe également encore dans d'autres langues. Le livre de Darius Libionka est traduit en allemand et mon œuvre sera traduite bientôt en néerlandais. Les 30 dernières années, beaucoup d'historiens ont découvert ce sujet et amené beaucoup de nouvelles informations. Cela a donné nettement plus de renseignements. Beaucoup de collaborateurs du Majdanek Memorial, responsables pour Belzec et Sobibor, ont sorti énormément de publications. Majdanek est par ailleurs la seule institution qui constamment publie des résultats importants et non pas seulement dans son magazine en polonais. Il y a également beaucoup qui s'est passé au niveau de l'archéologie à Sobibor, surtout des nouvelles campagnes de travaux ont été effectuées par des scientifiques polonais, israéliens et anglais et plus de 20 000 artefacts ont été trouvés, des plaques nominatives et des juifs hollandais, même des clés, des bijoux et des fondations de nouveaux bâtiments ont été découverts. Demain, nous allons pouvoir écouter Ivar Schutte qui est nettement mieux informé que moi. Et à partir d'une expertise historique, toutes ces trouvailles archéologiques ont une grande importance et nous offre des arguments contre ceux qui nient l'Holocauste, qui disent toujours ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne voit pas n'a jamais existé et qui nient par conséquent l'existence de ces camps d'extermination. Ceux qui veulent avoir une visualisation de l'horreur, une image de l'humanisation existe. Ils veulent souvent avoir des détails plus clairs qui étaient basés sur les mémoires des survivants. On a même les fondations des chambres à gaz à Sobibor et Treblinka ont été retrouvées, tout comme les traces d'un tunnel de fuite où les Juifs hollandais ont essayé de s'échapper. Ça n'a pas abouti, malheureusement. Ce que nous voyons ici, ce sont des preuves des victimes, non pas des acteurs, mais des victimes. Et leur perspective est devenue un point d'attention très important pour les historiens allemands.
Et ceci en fait est en fait une réaction sur le boom qui existe en Allemagne au niveau de l'enquête des tueurs, des acteurs. Et cela sera également quelque chose qui sera encore plus développé par certains de mes collègues. Mais apparemment, les recherches ces dernières années se sont moins centrées sur les acteurs. Les historiens plus conservateurs partent du point de vue que les témoignages des victimes n'étaient pas suffisamment fiables. Une œuvre qui a été publiée en 1946 sur Treblinka ne nous offre pas seulement des renseignements concernant l'Holocauste, mais doit également être vu comme étant un témoignage d'une expérience. Ce livre traite entre autres comment les survivants aient pu survivre et pu gérer cette survie et également le fait que la plupart des personnes étaient décédées. Des livres tels qu'Auerbach concernant Treblinka nous donnent beaucoup d'éléments intéressants pour l'histoire. La plupart des victimes se sont prononcées plusieurs fois. Ils ont parlé avec les historiens, on les a entendus devant les cours, devant les commissions de recherche et les historiens peuvent bien évidemment analyser ces témoignages, ce qui est également quelque chose qui apporte un plus à l'histoire judiciaire. Car ce qu'on a raconté en 1947 sera quelque chose qui sera différent par rapport à ce qui sera raconté aujourd'hui. Et les acteurs dans les cours, les auteurs, les coupables ont vraiment considéré cela comme une contradiction, donc tout a été mis en question. Mais bien heureusement, cela n'a pas pris car les cours, les tribunaux ont dit qu'il était plus que clair qu'il est vrai que lorsqu'on donne un témoignage concernant des faits, que cela change au long le temps. Et les entretiens pendant la guerre et les procédures devant les tribunaux sont également devenus des sources de renseignements. Les documents judiciaires sont très importants en ce qui concerne les recherches sur cette thématique. Une étude sur l'architecture des camps nous démontre ce qu'on peut également trouver comme renseignement dans les différents documents judiciaires. Il s'agit surtout de pouvoir reconstruire l'aspect des camps, voir comment ils étaient à l'époque. Et ce qu'on analyse à ce moment-là, ce sont donc les plans des différents camps qui ont été dessinés tant par les auteurs que par les victimes. Et on voit qu'il y a des différences entre les survivants et les auteurs, des différences même très importantes. Les plans des survivants sont plutôt symboliques et démontrent l'horreur de ces camps, avec les grandes chambres à gaz et les tours d'observation énormes. Mais les photos plutôt idylliques des lagers au car, imaginez-vous, il y avait même un zoo à Treblinka où le chien du personnel SS sont un énorme contraste par rapport à ces témoignages. Ces 3 camps d'extermination étaient fortement improvisés, ils ne faisaient pas partie d'un plan idéal de camps d'extermination existants, comme par exemple Dachau, car ici l'intention de Action Reinhardt était différente. Il s'agissait ici vraiment d'un meurtre de masse et bien évidemment la réalité et la perception souvent sont contradictoires. Au jour d'aujourd'hui, Barbed Wire est considéré comme étant un des exemples des camps de détention en Allemagne. À Treblinka, il ne s'agissait pas du tout de
en fait, garder prisonniers les personnes, mais vraiment les protéger contre le monde extérieur. Donc, on utilisait plus de fils de barbelés pour protéger les camps. Et également, la protection visuelle était d'application pour que non plus de l'extérieur, on puisse avoir vue sur ce qui se passait à l'intérieur des camps. Or, la conclusion de cette étude démontre clairement que la valeur symbolique de l'architecture n'a été rajoutée qu'après la guerre. Et dans ce sens-là, on peut dire que toute la structure de base des camps ne servait pas comme on pensait au début, contrairement à ce qu'on pensait au début, donc n'était pas pensé pour leurrer le monde intérieur et le monde extérieur, mais ils étaient très fonctionnels et servaient également à l'organisation quotidienne des acteurs qui devaient pouvoir travailler dans des circonstances de vie normales. On a beaucoup entendu parler également de ces acteurs ces dernières années. L'étude la plus récente venait de Sarah Berger, qui a analysé les biographies et les actes des 120 hommes qui étaient responsables pour les 3 camps. Et cela est vraiment étonnant. Seulement 121 Allemands. La prolongation des actions de euthanasie, l'action T4 et les meurtres à Kulnhof ont déjà été mentionnés. Berger vous montrera plus en détail comment une troupe de 500 personnes s'est réunie pour organiser l'Holocauste selon Globocnik, d'abord au niveau régional et ensuite par le biais du gouvernement général. Par après, en 1943, ils ont été déplacés vers Trieste, où ils ont également perpétré des meurtres de masse. Au terme de la guerre, la plupart des organisateurs du génocide ont pu échapper à la persécution. Ils se sont ensuite profilés comme étant des petits agents, des petits agents de peu d'importance, de peu d'influence, ce qui est fortement en contraste avec les volontaires non allemands, les Travninsky, qui étaient en fait la plus grande partie des gardiens à Treblinka. Donc, pour les 15 à 20 Allemands qui étaient présents dans le camp, il y en avait à peu près 100 de ces Travnikis qu'on nommait également des Askaris, d'après les troupes auxiliaires coloniaux de l'Allemagne impériale. Et ici, vous voyez la biographie qui a trait à cette sujet. Ces groupes auxiliaires ont été recrutés en 1943 auprès des prisonniers de l'armée rouge. En général, il s'agissait de personnes en provenance de l'Ukraine ou de la Russie et ils étaient considérés comme étant moins indoctrinés encore par les soviets. À la fin de la guerre, les SS avaient recruté 5000 personnes et leur volontariat était en général pas du tout du volontariat, mais une question de survie. La moitié de ces personnes venaient d'Ukraine, 15% étaient considérés comme des Allemands ethniques, les autres provenaient d'autres groupes ethniques en provenance de l'Union soviétique. C'était en général des jeunes, ils étaient utilisés pour l'exécution de différentes tâches dans la direction générale. Ils étaient responsables pour protéger les propriétés, ils aidaient lors des moissons, mais ils devaient également aider lors des travaux de construction. Mais ils étaient surtout responsables pour la déportation des Juifs vers les camps d'extermination où ils travaillaient en tant que gardiens. La hiérarchie était très claire. Ils ne pouvaient jamais aller au-delà du rang de sergent. Et même cela était réservé aux Allemands ethniques parmi eux. En fait, ils ne faisaient même pas partie des SS.
ce qui, aux yeux des Allemands, les rendait encore plus inférieurs et ce qui menait également à des désavantages financiers pour eux en cas de décès. Et comme les Allemands ne leur faisaient pas confiance, ils leur donnaient vraiment un département tout à fait séparé et ils étaient soumis à un système disciplinaire très sévère. La formation se faisait dans le camp Travniki qui se trouvait à peu près 40 km au sud-est de Lublin. S'y trouvaient continuellement plus que 1000 personnes qui étaient très sévèrement élevées lors de 2 à 6 mois pour donner assistance lors de l'exécution de l'Holocauste. Il s'agissait entre autres d'actions contre les Juifs, faire des rafles et pouvoir utiliser également des armes. Afin de bien comprendre les ordres, on leur donnait également des cours de base d'allemand. Et le fait que John Ivan Demjanjuk, un des Travnikis, dans un passé récent et qui était probablement l'auteur le plus connu de l'Holocauste, a été poursuivi par un tribunal allemand. Il a été jugé à Munich entre 2009 et 2011. Ce Travniki ou volontaire de l'Ukraine avait émigré aux États-Unis après la guerre, mais il n'avait jamais dit qu'il avait été membre de Travniki lors de sa procédure de naturalisation, ce qui fait que son émigration lui a été retirée. Et ceci ne pouvait uniquement être retourné si on pouvait prouver que Demjanjuk n'avait pas été un Travniki et qu'il n'avait donc par conséquent pas menti. Et c'était justement ce que la défense, Ulrich Busch, voulait démontrer. Donc le fait qu'il ne s'agissait pas d'un Travniki. Mais cette approche n'a pas résulté en aucun succès, surtout parce que la défense provoquait de toute façon possible. Il parlait par exemple de camps d'extermination pour les Ukrainiens et il disait que le témoin Tuvie Blatt, un survivant, n'était uniquement un homme de paille pour les Allemands, tout comme son client. Le procès a duré 92 jours et la Cour de Munich l'a condamné à 5 années de prison pour le meurtre de 28 000 personnes. 10 mois plus tard, il est décédé. Et c'est ainsi que je voudrais clore mon aperçu de la littérature. Cela n'est pas tellement intéressant et c'est surtout pour éviter que cela devienne une liste. Donc tout d'abord, mes excuses que je ne puis pas vous parler de toutes les études les plus importantes, mais Robert Kualik, par exemple, a écrit une monographie très impressionnante sur Belgique. Il y parle des acteurs, des victimes et des personnes qui se trouvaient autour. Ensuite, il y a le livre de David Silberklang sur l'Holocauste dans la région de Lublin. Et là, il s'agit également d'une étude sur l'action Reinhardt. Le train de déportation, mais on sait beaucoup moins sur ce qu'on sait sur Auschwitz. Donc avant que je continue, pour penser la commémoration et les sites de commémoration, il y a quand même des lacunes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont conçu sur l'enrichissement économique dans le cadre de l'action Reinhardt. Donc, les intérêts de Berlin doivent être approfondis. Donc, le bureau central, les SS à Berlin,
était déjà concerné avec le processus d'extermination. Le chef était polonais, donc il était mécontent de circonstances chaotiques des vols dans les camps de l'action Reinhardt. Il a veillé à ce qu'il y ait donc accès aux objets volés et il a négocié avec la Reichsbank qui, donc, les biens précieux, les a vendus. Bon, en août 1942, donc le bureau central était donc le bureau central pour des objets ou des propriétés juives volées. Donc, les pillages dans Belzec, Treblinka et Sobibor étaient nommés donc l'action Reinhardt. Donc, dans son rapport, il a parlé de l'importance économique de l'action Reinhardt. Donc, de cette manière, il a fait une distinction entre son action Reinhardt et l'action Reinhardt du bureau central, qui ensemble avec Auschwitz ont fait la partie 2. Donc ce fait que donc un rapport, un lien, donc a été seulement mentionné depuis 1991 et par après ça n'a pas été approfondi. Donc il y a une lacune dans la recherche des sphères publiques. Donc il ne doit pas seulement s'agir du rôle de la résistance polonaise, mais également la portée de leur connaissance, de la communication doivent être approfondie parce qu'il y a beaucoup de communication sur l'action Reinhardt. Bon, maintenant, je veux vous parler des sites et des commémorations de l'action Reinhardt. Il y a un grand nombre de recherches qui ont été faites sur l'histoire juste après donc la libération des camps et les premiers monuments qui ont été érigés. À ce moment-là, on a commencé avec déjà oublié l'action Reinhardt. Bon, juste après 1945, l'organisation juives ont fait du lobbying pour commémorer donc Treblinka comme le point central pour la Shoah. Donc, ils n'ont pas été une réussite parce que le gouvernement en 1948 a préféré ériger un monument à Varsovie, donc dans le ghetto de Varsovie. Donc, et pourquoi c'était? Donc, cette résistance symbolisait donc la résistance et pas pour la souffrance passive. À Treblinka, il y avait également eu une résistance, mais c'est moins connu. Voilà pourquoi ça pourrait être interprété comme un symbole de solidarité internationale pour la résistance. Bon, l'idée était donc de partir de ce focus juif, mais d'aller vers se focaliser donc sur donc le volet international. C'était très important pour le gouvernement communiste. Donc, il ne voulait pas souligner donc le sort juif. Il voulait donc attirer l'attention sur le fait que c'est surtout les communistes qui se sont résistés et que les résistants faisaient partie de ce groupe plus élargi. Donc voilà. Donc la résistance juive a été reprise et intégrée dans cette mythe communiste. Voilà, après que ce monument de commémoration a été érigé, donc la commémoration en Pologne s'est focalisée sur Auschwitz. C'est seulement dans les années 60 qu'il y a eu des monuments de commémoration à Belzec, Treblinka et Sobibor. On peut voir ça comme une réaction sur le premier procès en Allemagne. Et c'est seulement à partir des années 90 qu'il y a des expositions permanentes. À Treblinka, il y a 3 chambres. À Belzec, c'est un peu plus grand parce que le site de commémoration a été réaménagé en 2004. Voilà, c'est grâce à l'initiative de Miles Lerman, un juif polonais qui a perdu sa famille à Belzec et qui a déménagé aux États-Unis.
Donc, il a réussi à avoir le soutien de l'American Jewish Community. Et ensemble, avec le gouvernement polonais, ils ont eu des finances pour financer donc le monument de commémoration. Dans ce contexte, Hubert Kuwalek, le premier directeur du monument de commémoration à Belzec, donc il pourrait mettre fin à un demi-siècle d'oubli. Depuis, dès lors, il y a beaucoup de choses qui sont passées. À Treblinka, par exemple, il y a des rencontres entre des Allemands et des Polonais, donc entre des élèves et des jeunes adultes. Donc, c'est une preuve impressionnante donc, de commémoration qui se fait sur base de la société civile. Par la consécration des professeurs. Donc c'est un petit musée, c'est très limité. Vous voyez donc le musée à Treblinka. Donc le développement le plus important, vous pouvez voir à Sobibor, où il y a un nouveau musée qui sera ouvert en 2019. Donc, le dernier monument, commémoration sur base d'un concept de Romuald Diblewski, a été érigé en 1965. Donc, c'est une mère et un enfant. Donc, les objets sur le site, donc, des chambres à gaz, donc, ils sont mis sur une dalle en béton, comme donc, une sorte de tombeau. Donc, sur la plaque de commémoration, donc, il souligne les victimes internationales. Sobibor, il n'a pas mentionné que ce n'est pas exclusivement des Juifs qui étaient donc des victimes de la Shoah. Bon, voilà, le camp de Sobibor était 3 fois plus grand que le site qui était donc maintenant le site de commémoration. Donc ça a été annihilé, détruit. Donc ils ont mis des arbres. Comme ça, ils ont détruit beaucoup de preuves en 1993. Il y a un petit musée qui a été construit sur le site. Dès lors, donc, il y a des ONG qui ont été concernées, impliquées, comme l'Institut Stanislav Haus et la Fondation allemande Sobibor et l'Association polonaise pour la commémoration de Sobibor. Bon, tous ces ONG organisent des voyages scolaires, des expositions. En 2005, ils ont également créé donc une rue, une avenue avec, bordée avec des plaques avec les noms des victimes. Donc c'est le sentier qui mène vers les chambres à gaz. La fouille archéologique ont donc prouvé que cette situation n'est pas exactement juste. Donc, Lukas Michałowski et l'architecte Piotr Michajewski, ils ont mis les forces ensemble pour ériger un monument de commémoration. Dans ce contexte, tous les restes humains doivent être protégés et après consultation avec la commission rabbinale polonaise, donc des interventions et des fouilles ont été arrêtées où il y a des présomptions qu'il y a des tombeaux de masse. Donc ils ont mis une bâche et après ils ont mis donc encore une couche de marbre blanc. Voilà, également pour le tombeau en béton des années 60. Donc le but de la bâche, c'est qu'on ne touche pas au tombeau. Et bon, ça se fait manuellement, il n'y a pas de grands excavateurs ou de grandes machines qui sont utilisées. Tout le travail se fait manuellement. Le marbre n'a pas de forme de dalle, donc ce n'est pas le but qu'on va toucher au puits de cendres, c'est des pierres de différents formats. La dimension, donc la taille donne quand même, c'est impressionnant, donc l'étendue et le matériel utilisé
fait que ça mène au silence et ça prouve donc l'étendue de ce meurtre organisé. En 2007, on a commencé les travaux avec du musée. C'est tout près d'une route provinciale, donc en face de la plateforme de la gare. Et ça, donc l'accès au site de commémoration. Dans ce musée, les visiteurs pourraient avoir des informations, se préparer avant de visiter le site même. La priorité des curateurs sont claires. C'est un site de crime. Voilà, un cimetière, un monument, mais également un site d'héritage et de commémoration qui est ouvert aux visiteurs. Donc le concept, c'est un reflet de la promesse de l'authenticité. Cela va de pair avec donc, le site historique. Les visiteurs s'entendent avoir des traces qui sont très limitées, mais donc ils vont dans le passé, donc il y a une autre approche que les autres musées historiques en Pologne. Il s'agit surtout des informations, de sensibilisation d'une manière très classique. Malheureusement, c'est un espace très limité. C'est 3480 mètres carrés. Les curateurs vont mettre des bornes multimédia pour fournir des infos supplémentaires dans ce petit espace. Bon, le monument de commémoration Sobibor veut avoir donc une commémoration qui est appropriée et fournir des informations et également être un outil de sensibilisation. Bon, les camps d'Action Reinhardt sont dans l'ombre de Auschwitz, qui vraiment attire une grande foule en tant que symbole de la Shoah. Bon, ça ne cadre pas vraiment dans les statistiques meurtrières de ce camp. Donc, le plus tragique, c'est que le meurtre de masse a été perfectionné, qu'il y a 1,8 million de victimes et seulement 5 sont survivants. Donc, la commémoration ne peut pas dépendre de tout ça. Donc l'Allemagne doit être consciente de ses obligations en ce matière. Et l'engagement de l'Allemagne était plutôt symbolique. Donc le besoin est très grand. Donc le directeur du monument de commémoration Treblinka s'est plaint en Berlin qu'il n'y avait même pas de plaque de nom et de flèches sur les chemins d'accès. Donc l'Allemagne n'a pas donné de l'argent pour la commémoration dans le camp d'Action Reinhardt. En 2013, donc, le ministre des Affaires étrangères, Cornelia Pieper, a refusé de financer donc, le monument de commémoration de Sobibor. Et je cite, parce qu'il a été dit qu'il y avait des projets qui ont été préparés avec d'autres partenaires, des projets avec les pays qui ont également été concernés. Donc des pays qui avaient également des prisonniers et apparemment elle a dit que l'Allemagne n'est pas concernée. C'est vraiment pas vrai, c'est faux, c'est tout à fait faux. Et l'action Reinhardt était sûrement destinée à le meurtre des Juifs polonais. Donc Adolf Eichmann a également fait venir des trains de l'Europe occidentale vers la Pologne. Donc
Il y avait 25 000 juifs allemands et autrichiens. D'autres victimes viennent de la Grèce, de la Yougoslavie, de protectorat le Bohême et Moravie, de la Slovaquie, de la France, des Pays-Bas et de la Bélorusse et de la Lituanie. Il y avait également des Roms et des Gitans qui ont été assassinés. Since 2015, the party of Pravo i Sprawiedliwość is ruling, so the new ultra-nationalist Donc le government. parti qui est au pouvoir en Pologne depuis 2015 se focalise en contradiction de l'ancienne partie. History now is part of foreign policy and Berlin should Donc on dit que cette politique fait partie de la politique étrangère et Berlin doit donner de la reconnaissance pour les crimes que l'Allemagne a fait. Donc la République fédérale allemande l'a évité. Voilà pourquoi le budget pour le nouveau bâtiment de monument de commémoration de Sobibor sera donc de 900 000 €. Donc l'Allemagne attend donc une demande de la Pologne. Donc une initiative du comité des relations culturelles où il y a 4 millions d'euros qui seront donnés pour la sensibilisation politique. Ça n'a pas été accepté par le comité de budget du Parlement allemand. Donc, la conclusion est un peu amère. Donc l'action Reinhardt n'a pas son endroit dans la commémoration officielle au niveau mondial. On le voit également dans l'intérêt public pour l'action Reinhardt. Et ça revient également dans les recherches qui sont insuffisantes. Il n'y a pas une masse de visiteurs qui vont à Belzec, Sobibor et Treblinka et qui demandent des infos. Il n'y a plus de témoignages ou de survivants qui pourraient témoigner de tout ça. Il y a encore 2 survivants à Sobibor. Mais ils ne sont pas en état ou en mesure de témoigner. Bon, les 100 000 victimes sans nom ne sont pas identifiées et la responsabilité pour le meurtre donc, est pour un petit groupe d'acteurs allemands où un certain nombre d'entre eux ont été poursuivis. Dans la confrontation avec ce génocide bas de gamme n'a pas encore été fait et ça s'applique également sur ce qu'on savait à l'époque. Donc c'était connu, hein, mais bon, ce n'est pas seulement les Juifs qui ont fait de la résistance. Seulement en Pologne, les années passées, il y avait une discussion sur le rôle propre. Bon, en Allemagne, tout est oublié et nié. Donc, on voit donc l'Europe de l'Est comme un peu pauvre et on ne consacre pas l'attention pour l'histoire et le présent de ce site-là. De cette manière, ce crime risque d'être oublié et donc ça perd toute son pertinence. Donc voilà, donc,
Donc ça contribue à l'oubli donc de ce site-là, donc parce qu'il n'y a plus de restes, et il n'y a plus de vestiges, donc c'est difficile de reconstruire donc l'histoire. Donc il y a encore des survivants, mais c'est pas possible de visiter une tombe des membres de famille assassinés. Donc les négotiationnistes donc le contestent. Il y a donc un manque de vestiges. Donc les Allemands n'ont pas seulement exterminé les Juifs, mais également les traces de leur existence et de leur souffrance. Donc par conséquent, il est primordial que l'action Reinhardt soit donc recherchée et donc afin de reconstruire donc l'histoire. Il n'y a pas vraiment une coopération coordonnée parce qu'il y a quand même des conditions centrales. Donc il faut qu'il y ait donc une déclaration politique pour faire une coopération transfrontalière et il faut prévoir des finances pour les recherches et l'enseignement. Ce qui a plus d'argent encore, c'est donc le défi primordial de l'action Reinhardt, comme le premier chroniqueur de Treblinka a dit, donc il y a 70 ans, le monde est sur le point d'oublier plus qu'un incident. Il est grand temps qu'on apprend beaucoup plus que l'histoire comme celle-ci.